Ah, le souvenir des bons vieux jours, des belles choses, même insignifiantes, dont on se rappelle avec un sourire franc, le regard brillant et la madeleine dans la bouche. Raconter l'innocence d'autrefois, avant que tout change, est un exercice universel en musique. Et plus on le détaille, plus on arrive à créer une image précise de ce souvenir, à donner à l'auditeur le sentiment du vécu. Les rues, les voisins, les animaux, les couleurs, les saveurs, c'est comme un exercice sensoriel. Mais faut-il forcément dire les choses avec des mots pour les faire ressentir ? Redécouvrons ensemble une valse partie d'une campagne autrichienne pour devenir un classique du jazz, dans la même, mais pas pareil. The Sound of Music, ou La Mélodie du Bonheur pour les francophones, est une comédie musicale composée par Richard Rodgers avec des paroles d'Oscar Hammerstein II, ça c'est du blast qui pèse. Elle s'inspire des mémoires de Maria von Trapp, qui a grandi à Salzbourg en Autriche avec sa famille au début du XXe siècle, avant de devoir fuir vers l'Amérique suite à l'arrivée des nazis dans son pays. La pièce écrite pour Broadway débute donc à l'aube de l'annexion de l'Autriche en 1938, où Maria est gouvernante d'une grande famille, une pléthore de mômes à qui elle apprend à chanter et un père veuf, le capitaine von Trapp. Ils tombent amoureux et alors que lui est appelé à rejoindre l'armée allemande nazie, ils choisissent de partir vers les États-Unis. Je vous ai largement résumé l'histoire, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est le rôle important de la musique dans la mélodie du bonheur. Des chansons simples, innocentes mais pas fades, qui sont pleines de douceur, de sincérité, avec le sens du détail et une part de mélancolie. Donc ça c'était Edelweiss qui a été réutilisé avec malice bien plus tard dans la série The Man in the High Castle. Si vous connaissez, vous comprendrez le clin d'œil. Alors ce qui est marrant avec cette chanson, c'est que j'ai l'impression d'écouter Audrey Hepburn qui joue Moon River sur son balcon dans Breakfast in Tiffany's. Ça doit vraiment être un gimmick de l'époque. Off to see the world, there's such a lot of world to see. Alors La Mélodie du Bonheur est un énorme succès à Broadway, récompensé de 5 Tony Awards, avec une adaptation en Angleterre, et les chansons qui tournent partout. Notamment celle interprétée par Mary Martin, la comédienne qui joue Maria, My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. C'est une chanson simple, une énumération de toutes les choses qu'elle aime dans sa vie et auxquelles elle se raccroche quand elle est triste. Même si le morceau est chanté à un moment où Maria vit encore une vie paisible, il annonce les changements radicaux et traumatisants qu'elle va subir. Tout ce qu'elle a aimé ne sera plus qu'un souvenir, mais elle pourra toujours y trouver du réconfort. La Mélodie du Bonheur allait forcément se retrouver sur grand écran, et en 1965, c'est Julie Andrews, Madame Mary Poppins, qui interprète le rôle de Maria von Trapp. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling... Clairement, ce qui change, c'est la façon de chanter. Martin est plus traditionnelle dans son approche, en tout cas plus carrée. Ici, Julie Andrews apporte une nouvelle énergie. On est dans une valse bien plus rapide, plus vivante, parfois moins chantée, mais plus grandiose. Alors petit aparté pour vous dire que dans le petit monde du recyclage, on parle beaucoup d'Ariana Grande et de son tout récent morceau Seven Rings qui s'inspire librement mais fortement de My Favorite Things.
Quelque chose qui a moins de 10 ans dans la même est pas pareil, c'est possible? Alors oui, heureusement, mais c'est pas tellement la question. Ce qui est marrant, c'est de voir une chanson sur les petits plaisirs de la vie, la pluie qui tombe sur des roses, les moustaches des chats ou un strudel aux pommes bien croustillant, devenir une ode au luxe, l'épanouissement par le consumérisme. Tu as la jeune femme dans sa campagne qui vit dans une bulle et l'autre dans sa grande maison qui s'est créée sa bulle en or massif. Et là, on arrive au moment où si je veux continuer la comparaison, on va rentrer dans le jugement de valeur. Par contre, le point à relever, c'est l'efficacité de cette mélodie de voix, pourtant assez sophistiquée, en 1959 comme en 2019. C'est ce qui nous fait rentrer dans les deux chansons, et en tout cas pour ma part, ce qui est resté dans ma tête. Alors prenons le temps de parler de cette ligne de notes. Les deux premières mesures, ou strophes si vous préférez ici, reposent sur 3 notes, la fondamentale, la seconde et la quinte. Dans la version originale, c'est Fa, Sol et Do. On est dans un mouvement répétitif, avec une légère tension, comme si on retenait la mélodie pour qu'elle s'imprime bien dans nos oreilles. La phrase suivante crée une ouverture, de nouveaux accords dans un mouvement de valse en 3 temps, de plus en plus grave, suivi d'une dernière phrase où on fait un chemin inverse vers les aigus pour s'arrêter sur le sol, la seconde de la gamme, une ultime tension pour mieux retomber sur la fondamentale et l'ambiance originelle. Cette limitation du mouvement offre la possibilité de varier les harmonies, d'utiliser une triade mineure puis majeure, c'est-à-dire changer l'ambiance générale du morceau. Eh ben, il nous faudrait une sorte de génie pour mettre ça en évidence. Quelqu'un capable de varier les humeurs de façon totalement fluide. Entre en scène le champion du jazz modal, John Coltrane. Retapé sur la gamme de mi mineur, donc un demi-ton plus grave, My Favorite Things prend une nouvelle teinte. La première chose qu'on remarque après cette intro que j'appellerais décompte avant le démarrage, c'est cette simplicité du thème qui reprend la ligne de chant de l'original. Coltrane joue les notes avec netteté et laisse des espaces où le piano et la section rythmique peuvent imprimer le décor. Le saxophoniste commence à varier le motif, à se balader avec fluidité alors que les accords ne cessent de changer. Le petit solilès du genre, c'est la montée dans les aigus alors que la contrebasse nous sert une note lourde et grave. Puis on a le changement de mode. On passe en majeur et la triste mélancolie devient un monde coloré. Le son du sax soprano est très évocateur d'émotions, surtout quand Coltrane y apporte son souffle caractéristique. Et on peut soudainement passer de la pluie au soleil et vice-versa. C'est autour de cette alternance, cette répétition d'un court segment mineur puis sa variante en majeur, que John et ses musiciens vont construire leur histoire mélodique, de plus en plus intense. Il y a aussi une approche rythmique bien différente des versions chantées. Par exemple, dans celle de Julie Andrews, la voix marque avec insistance les temps de la valse. C'est à la fois dansant et très sec. Tout est bien synchro, mais ça manque un peu de relâchement. Là, on a une alliance piano-batterie-contrebasse qui rebondit. On est bercé par un mouvement, une valse à la saveur orientale, comme un bateau sur une rivière légèrement agitée où John Coltrane serait le guide du voyage. La répétition du motif, où temps et contre-temps s'intercalent subtilement, est propice à la contemplation. On se laisse porter par une beauté abstraite et changeante. Alors je pourrais essayer de vous parler des 14 minutes de cette version, mais plus que l'analyser, il faut l'écouter. Ce n'est pas de la technique pompeuse, de l'impro incontrôlé, c'est un déroulé cohérent et subtil. Coltrane a d'ailleurs affirmé dans Jazz Hot en 1962 que c'était son morceau préféré de tous ses enregistrements. Je cite « Je ne pense pas que j'aimerais le refaire d'une autre façon, alors que tous les autres disques que j'ai faits auraient pu être améliorés par quelques détails. Cette valse est fantastique. Lorsqu'on la joue lentement, elle a un côté gospel qui n'est pas du tout déplaisant.
Lorsqu'on la joue rapidement, elle possède aussi certaines qualités indéniables. C'est très intéressant à découvrir, un terrain qui se renouvelle selon l'impulsion qu'on lui donne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne jouons pas cet air toujours sur le même tempo. En faisant l'adaptation d'un morceau de comédie musicale en jazz sur un saxophone soprano, Coltrane est clairement sorti des codes habituels. Mais son génie, c'est d'avoir pris un modèle assez modulable où il pouvait exprimer ses hauts et ses bas et montrer au monde comment on peut passer de l'un à l'autre, d'une mélancolie sans fin à un espoir sans limite, presque une joie de vivre. Contrairement à Maria Von Trapp, il n'a pas vécu le nazisme et le déracinement. Lui a vu la moitié de sa famille mourir en quelques mois quand il avait 12 ans, s'est engagé dans la Navy où il est devenu musicien, avec toute la discrimination qu'on peut imaginer pour un artiste afro-américain dans les années 40, a découvert la scène jazz de Philadelphie et surtout l'héroïne. Addict et alcoolique pendant des années, il a eu un déclic spirituel en 57 qui l'a poussé à rendre sa vie plus riche et à profiter de ses talents pour, je cite, « rendre les autres heureux avec ma musique ». C'est sans doute pour ça qu'il arrive aussi bien à retranscrire les regrets, le désespoir, tout comme le plaisir et le rêve. En guise d'outro, je dirais que My Favorite Things est un cas rare d'une capsule temporelle, de la mémoire d'un monde juste avant sa disparition, qui est devenu une fresque, l'expression d'une existence où tout change en bien comme en mal, où on ne peut qu'essayer de s'adapter en se rappelant ce qui fait notre idéal.